secret de la réalité et que tout n'est que rêve. Et ce n'est que quand les rêves sont semés sur le chemin infini de notre imagination qu'ils peuvent se matérialiser dans le réel. Et donc, au lieu d'être victime et juste de subir le projet de l'autre, la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que l'on veut fondamentalement, et donc de là comment réfléchir pour créer un espace qui permette aux gens de faire ce travail de réflexion et surtout de façon à dépasser les pensées limitées. Gentlemen. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Really, really happy to have you all here today. Today we have a very important guest who's really dear to our minds and to our hearts. But I'll just start by, talking about adoption, what this program means for us, and I mean when I say us, all of us. Adoption, when we thought about it, we wanted to get deep into thoughts, conversations that are really liberating, that are considered a bit of a taboo. In front of an audience, adoption comes in two forms. One-man show like what Pierre Christophe is going to do today, and also we engage people in conversations. It's really about critical thoughts, voicing out critical thoughts, our preoccupations, demanding distraction and focusing on what will prepare solutions for growth and wellness. Usually, I won't translate it. Pierre Christophe Ngam is a conceptual artist and a researcher. Whose multimedia installations prop the future by weaving mythology, technology, and foresight. With a training in architecture from the École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Paris and Central St. Martin's in London, his practice draws on his rich heritage spanning Cameroon, Chad, Egypt, and Congo. What a heritage. A modern day griot, Pierre Christophe carries on the West African tradition of safeguarding and narrating communal memories through stories, reshaping them into immersive, interactive experiences that span both physical and digital platforms. His work embodies a dedication to fostering meaningful dialogue on Africa's potential to lead the technological advancement and cultural innovation. Founder of Togona World, a pioneering digital lab at the intersection of dream, theory, and foresight, Pierre Christophe explores the integration of art and technology to inspire communities across the global south to imagine and shape their collective futures. A recipient of the prestigious Unity for Humanity Award and a current research fellow at the MIT Open Documentary Lab, his work has been showcased at Electronica, the Guggenheim Museum Bilbao, the Vitro Design Museum, Addis Photo Fest, and the Unseen Photo Festival in Amsterdam, amongst others. Cette conférence explorera comment les mythes et précoloniaux africains et les récits ancestraux peuvent inspirer des solutions innovantes en dialogue avec les outils modernes, notamment la technologie et l'intelligence artificielle. Pierre Christophe propose une réflexion sur la puissance des rêves collectifs et des pratiques artistiques pour imaginer le futur désirable et inclusif pour le continent africain. Il présentera son travail sur Togona World and the Century of Dreams, un laboratoire de recherche prospectif innovant mêlant art, technologie et spiritualité pour aider à faire émerger de nouveaux imaginaires. Pierre Christophe. Thank you very much.
Bonsoir tout le monde. Un plaisir d'être parmi vous. C'est la veille de mon départ, donc c'est une façon parfaite de clôturer mon séjour au Cameroun. Ça faisait 3 ans que je n'étais pas venu au Cameroun, et donc je suis vraiment ravi d'être là parmi vous, et en plus avec Zachary et Chantal pour partager mon travail. Pour démarrer, en fait, contexte, donc comme Chantal disait, alors camerounais, mais grandi en France, et avec Tchad, Égypte, tout ça, de mes origines. Et depuis environ les 4-5 dernières années, j'ai développé un travail prospectif pour envisager le futur de l'Afrique et que je vais vous présenter en détail. Pour commencer, je vais vous introduire sur l'espace que j'ai conçu, et puis après on va aller dans le détail du projet, de la philosophie, la réflexion derrière, tout ça, etc. Donc c'est une petite vidéo qui est en anglais. Je la traduirai après. Elle s'appelle le Dream Manifest. En fait, elle fait partie d'une vidéo plus longue qui sous-tend le projet. Contexte. En fait, j'ai envie d'expliquer rapidement aussi. Bon, regardez la vidéo, je vous explique après, on va faire ça. Ça rappelle exactement comme c'est censé être vrai. Donc en fait, ça, c'est un monde virtuel, métaverse, réalité virtuelle, qui est accessible en ligne et qui est conçu sous l'idée d'un temple. Et je vais expliquer tout ça plus en détail par la suite. Et vous verrez les couleurs exactes du projet. The secret to reality is that everything is just a dream. And it is only when dreams are seeded onto the infinite soil of our imagination that they can manifest into our world. Before we materialize in the physical realm, ideas already exist. Although they cannot yet be seen, they exist in an alternate cosmic dimension, an honorific land of dreams, within which they form, vibrating and expanding in the amniotic liquid of human consciousness. Besides nature and the visible and invisible laws of the cosmos, everything that exists around us was once an idea. The clothes we wear, the house we live in, the car we drive, to the very technological devices we're using right now to connect with one another. Everything that exists in our world was once an immaterial thought, which evolved and grew to become something we can touch, see, hear, smell, or feel. What we have been conditioned to perceive as a fixed and finite reality is nothing more than a sum of arbitrary conventions embedded through centuries within the fabric of our lives. There is no definitive truth. Alors c'est une petite introduction. Ça présente en fait de façon succincte la philosophie qui sous-tend toute cette investigation. Alors la première phrase qui est dite par l'un des personnages, c'est le secret de la réalité et que tout n'est que rêve, et ce n'est que quand les rêves sont semés sur le chemin infini de notre imagination qu'ils peuvent se matérialiser dans le réel. Et donc en fait, l'enjeu du projet, c'est vraiment de penser les futurs et penser les futurs désirables. Par désirable, c'est les futurs qu'on désire,
C'est imaginer en fait donc un monde qui soit construit à partir de nos désirs les plus profonds. Et alors qu'aujourd'hui, on a comme ça cette idée que le futur, c'est quelque chose qui se décide à l'extérieur, qu'il y a une espèce de réalité comme ça arbitraire qui organise la réalité. Et finalement, nous, en tant qu'individus, la seule option qu'on a, c'est de trouver des compromis pour essayer de trouver notre place, un équilibre plus ou moins intéressant dans ce qui existe externement. Et en fait, ce que la première phrase que je viens de dire pose, c'est le fait que tout ce qui existe dans notre monde, d'abord, il y a la nature, il y a nous en tant qu'être humain, il faut aussi savoir que le regard humain, en fait, ne perçoit que 1% de ce qui existe autour de nous. Là, quand on est en train de parler, il y a des ondes, différents types d'ondes qui circulent, qu'on ne perçoit pas, mais qui sont là, qu'on sait qu'elles sont là. Et donc, tout ça, ça fait partie de la nature. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, dans la physique, il y a les éléments visibles et invisibles de la nature, qui existent. Et ça nous construit en tant qu'être humain, on fait fondamentalement partie de ça. Mais au-delà de ça, tout ce qui existe dans notre monde n'est que le fruit de l'imagination des êtres humains. L'argent, par exemple, l'argent c'est une convention sociale, culturelle, arbitraire, qui n'est basée sur rien fondamentalement. C'est une proposition arbitraire qui a été imposée par différents biais, par la force. Il y a des histoires, il y a un chemin historique, etc., qui a fait qu'à un moment donné, on a choisi cet élément comme ressource d'échange, mais ça n'a pas de vérité en soi. L'argent n'est pas réel comme un arbre, par exemple, il n'est pas réel comme un être humain. Pourtant, l'argent a une réalité pratique dans nos vies. Quand on manque d'argent, c'est quelque chose qu'on ressent, et on a organisé la société à partir de ça. Et en fait, la chose que je pose, c'est que la plupart des choses qui organisent notre réalité, qu'on considère souvent comme étant des obstacles, sont des choses qui à la base étaient des propositions arbitraires. C'est tout. C'est des propositions arbitraires, qui n'ont pas de vérité en soi. Et l'enjeu, en fait, c'est qu'on est conditionné par la société, par notre éducation, à regarder, et moi je le conçois comme ça, c'est comme si quand on regarde la ville, la société, c'est l'accumulation dans le temps et l'espace de l'imaginaire des êtres humains. Et c'est ça qui organise notre built environment, donc la société construite, donc les villes, les systèmes juridiques, les traditions, les cultures, etc. Ça a construit à partir de ça. Et l'enjeu, en fait, quand on va parler aux gens de penser un futur désirable, la démarche des gens, c'est de se dire, identifions ce qui existe aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut soit l'améliorer, soit le corriger, etc. Donc c'est toujours en réaction. Alors, encore une fois, qu'au départ, c'était juste une idée. Et l'argument du projet, c'est de dire que si on veut penser le futur désirable, au lieu d'être dans une position de réaction, la vraie ressource, c'est d'imaginer de façon fondamentale qu'est-ce qu'on désire au plus profond de nous. Voilà. Au-delà de ce qui est dit de façon explicite, peut-être je ferai un petit biais sur ça tout à l'heure par rapport à la question du transhumanisme, les enjeux avec l'intelligence artificielle, etc., ce qui est en train de se passer aux États-Unis justement avec Elon Musk, Trump et compagnie. Il y a des agendas, il y a des visions de société qui ne sont pas forcément explicites, et il est important en fait que les gens se déterminent. Et c'est vrai aussi, il y a une espèce comme ça de pression au niveau mondial par rapport à la question de la technologie. Aujourd'hui, dans une phase, il y a une accélération de la technologie avec l'intelligence artificielle, avec maintenant les capacités aussi de modifier l'ADN humain. On parle aussi de clonage, on parle de plein de choses qui sont comme ça des choses qui sont potentiellement accessibles aujourd'hui technologiquement. Il y a quelques années, ça aurait été de l'ordre de la science-fiction. Et c'est des choses aujourd'hui qui sont poussées dans une direction très claire, mais il n'y a pas de débat. Il n'y a plus de débat public, il n'y a plus de réflexion. Et c'est comme si en fait les gens n'ont pas le choix. Il y a juste une réalité possible qui va s'affirmer. On a juste à trouver les moyens de s'adapter si on ne veut pas prendre le risque de devenir obsolète. Ça, c'est comme ça l'injonction qui est posée à tout le monde, que ce soit en Afrique, ou même à l'étranger, en Occident, de façon générale. Et pour moi, la réflexion, c'est faux, évidemment, parce que quel que soit l'agenda du futur qui est proposé, pour qu'il se matérialise, il faudrait que tout le monde l'adopte. Et que ça ne se fait pas seul, il faudrait que nous aussi, on accepte de faire partie de ça. Et donc, au lieu d'être victime et juste de subir le projet de l'autre, la question qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que l'on veut fondamentalement, et donc de là comment réfléchir pour créer un espace qui permette aux gens de faire ce travail de réflexion et surtout de façon à dépasser les pensées limitantes. Les gens font des choix à partir des options qu'ils pensent leur être disponibles. Je dis
bien qu'ils pensent leur être disponibles. Open the mic to the public. Questions? Ok, bonsoir The Forest. Je me nomme Brian Makiobisi et je tiens à féliciter M. Pierre pour sa présentation et pour le fruit de beaucoup d'heures de travail et d'acharnement. Merci. Ma question est celle-ci. Lorsque j'ai suivi attentivement votre présentation et j'ai remarqué à un moment vous avez mentionné une appellation tirée de l'os d'Ishango, du R du Congo, qui traçait déjà, je pense, les signes mathématiques dites de Fibonacci, bien avant qu'il ne soit né, environ 40 000 ans, vous avez dit. Comment est-ce qu'on fait pour que, concrètement, nos pensées se matérialisent, nous allons à ce que ce projet devienne quelque chose, devienne Douala demain, devienne Yaoundé demain, devienne Abuja, je ne sais pas trop. Des choses, parce que la question qui est posée, c'est pas ce que tu penses pouvoir, c'est pas ce que tu penses avoir accès, c'est qu'est-ce que tu veux, mais au niveau du désir. Donc par exemple, quand on parle de la question d'amour, how do you want to feel? Et donc, quand tu poses une question à une personne qui dans un environnement d'abondance, donc pas de carsité, donc pas de déficit mais plein, tu vas penser de façon positive, évidemment. Donc, c'est ça qui organise la réflexion. Il y a des différences qu'on a tous, qui vont être liées par rapport à ton contexte, ton expérience, ta sensibilité, et donc c'est ça qui devient aussi intéressant au niveau de la réflexion. C'est pour ça en fait que c'est toujours riche de faire l'exercice, mais fondamentalement, au niveau d'essentiel, les gens font la même chose. Vraiment, il y a deux points plus fondamentaux dans ce que tu as proposé que je voudrais aborder. Et je pense que ce que tu proposes quand même postule certaines choses. C'est un appel à la révolution intérieure, à la découverte de soi-même, à l'écoute de ses désirs profonds. Bon, déjà, tu postules quand même que les désirs profonds sont forcément positifs et ouverts, mais le désir de domination, de prédation, fait aussi partie de l'être humain. Donc, dans quelle mesure il est traité dans le rituel? Je ne sais pas, je ne te demande pas de répondre, hein, c'est une réflexion et c'est pas une question pour y répondre, hein, c'est une observation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la révolution individuelle, oui, mais l'être humain est un être social. Il existe à travers le regard des autres. À quel moment, dans la démarche que tu proposes, on interroge cet aspect-là du fait d'exister dans le regard des autres. Comment dire, ce n'est pas uniquement une question c'est une question aussi de réfléchir à quelle est la valeur sociale de l'individu. Tu as parlé du pouvoir de l'argent, par exemple, et de l'argent dans la société actuelle. Aujourd'hui, dans la société capitaliste moderne, de plus en plus, on l'observe même à l'échelle d'une vie. Hein. Quand les gens disent, ouais, à l'époque, un prof, il avait du pouvoir social, parce que le fait qu'il soit un enseignant lui donnait une valeur dans la société. Aujourd'hui, ta valeur, elle est de plus en plus liée à ton compte en banque. On parle de pouvoir d'achat, ce qui est un non-sens, parce que le pouvoir, il est dans le fait de pouvoir acquérir des choses. On peut se poser la question. La consommation. Voilà. Quelles sont les autres formes de pouvoir social qui peuvent exister d'une autre nature, et est-ce que cet aspect-là, il est abordé dans cette approche-là, puisque là, on sort de l'introspection. On est dans le fait d'exister avec les autres, ce qui est fondamental pour un être humain. Dernier point, il est sur... Bon, laisse-moi te répondre, sinon je vais oublier. Vas-y. Donc, pour revenir au départ sur l'universalisme et le fait qu'on faut nier les particularités. La première question, la première réflexion, je vise peut-être par la suite que ça continue à voyager, mais en fait c'est la renaissance africaine. J'ai fait plusieurs exercices parce que le truc, il faut le construire, il faut le développer, il faut l'affiner à travers le monde entier. Donc ça m'a permis en fait d'avoir ce recul et de voir en fait qu'est-ce qui sort. Parce que moi, a priori, ma priori c'était justement ça. Il y a des différences quand même qui vont être très marquées, etc. Mais en fait, en faisant l'exercice, je me suis rendu compte que fondamentalement, je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence,
mais fondamentalement, c'est-à-dire qu'au-delà de la culture, au-delà du système, etc., au niveau de l'être humain, les besoins sont les mêmes. Et en fait, ils s'expriment de la même façon. Et en fait, quand on fait le rituel, mais il faut le faire. Donc là, c'est un peu bizarre parce que je te parle d'une expérience qu'on ne fait pas. Parce que, mais en fait, quand tu le fais, en fait, tu te rends compte, parce que même au dehors tu peux imaginer différentes cultures, mais même au Cameroun, c'est que les gens ont des ethnies différentes, des milieux sociaux différents, comme tu disais, des formations éducatives différentes. On vient tous de différents endroits. Et donc on a des différences par rapport à des expériences, parfois qui peuvent paraître aussi importantes qu'entre différentes cultures, mais en vrai, quand tu fais le rituel, tout ça disparaît, fondamentalement. Et c'est ça, en fait, pour moi, en fait, qui m'a amené à développer, et aussi, c'est pour ça que MIT m'a invité, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose, en fait, d'innovant à ce niveau-là, en fait, au niveau du rituel. Donc ça, c'est la première chose. Après, maintenant, sur l'autre question, en fait, au niveau de comment identifier le particularisme, c'est qu'en fait, ils viennent naturellement. C'est-à-dire que quand je fais l'atelier, là, je le fais, je dirais que c'est africanoisé, donc c'est logique. Il y a des différences, et c'est intéressant parce que quand tu fais l'atelier, il y a même des différences entre francophones et anglophones. On perçoit, en fait, quand on analyse la donnée. C'est-à-dire que même dans la façon d'échanger lors du rituel, tu vois des différences. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais c'est extérieur. Mais quand tu regardes de l'intérieur, c'est la même chose. Et surtout, en fait, les gens parlent de ce qu'ils sont. Donc quand les gens vont expliquer leur dosée, ils vont se dire, moi je me souviens par rapport à la nourriture. Par exemple, une personne me raconte, moi je me souviens que quand j'étais plus jeune, quand j'allais au village voir ma grand-mère, dans le Kenya, ma grand-mère avait tendance à mettre de l'eau devant la maison pour qui passait. Et elle avait tendance aussi à mettre des graines consommables qu'on pouvait manger. Et donc ça fait que nous, quand on était enfants, on jouait, et on passait devant les maisons des voisins, et on se servait, enfin... Il me semble que l'initiation, elle passe par une adhésion à quelque chose d'absolu. Et dans ce que tu présentes, c'est très relatif. Chacun exprime ce qu'il ressent. Et il n'y a pas non plus d'entrée dans une communauté, dans une initiation. Il n'y a pas une espèce de baptême, par exemple, ou un rite. Mais je m'interroge même sur le terme de rituel. Est-ce qu'il y a vraiment un rituel? Est-ce que le fait de s'exprimer sur soi, bon alors c'est plus subtil, bien sûr c'est subtil puisqu'il y a quand même les cinq piliers qui sont une certaine méthode, qui jalonnent ce que j'ai du mal à appeler un rituel, mais enfin qui jalonnent la cérémonie, mais il n'y a pas de maître, il n'y a pas de... Je ne sais pas si c'est un maître de cérémonie, en tout cas il n'y a pas d'autorité, voilà. Il y a un maître de cérémonie, il n'y a pas une autorité à laquelle on adhérerait. Et là, il me semble que de ce point de vue-là, il est difficile de partager ensemble si c'est chacun qui s'exprime sur ce qu'il a au fond du cœur. Quel est le point commun de tout ça, si ce n'est parler de soi? Donc la question de l'initiation, et après la question du rituel. Voilà, et l'absolu. En fait, moi, je ne le pose pas comme une initiation, dans le sens où je ne pose pas une direction. Je ne pose pas une direction. Mais si on considère la pensée, la création du monde à partir... Le fond aussi, c'est une philosophie, donc c'est plusieurs choses à la fois. Ce n'est pas une religion au sens strict du terme. C'est une religion, c'est un système spirituel, c'est une philosophie qui pense le monde, la réalité, le rapport entre les êtres humains, le rapport à la nature, à l'invisible, etc. Et c'est une science, mais au niveau même mathématique du terme. Donc moi, en fait, ce que je prends dans ça, c'est les principes à partir duquel ils pensent le monde. Je disais tout à l'heure, en fait, que ces principes, quand on les regarde et quand on les considère, en fait, ils sont universels. Ils sont universels. Il y a des éléments de rituel qui sont dans ça. Il y a des éléments qui sont même au niveau même comment l'atelier est structuré. Il y a clairement des éléments, je parlais que j'ai travaillé avec un prêtre. En fait, il y a des éléments de rituel qui sont présents, délibérément. Et en fait, ce qui ressort de l'expérience, ça, c'est tout dépend de la personne qui participe, comment elle va le percevoir. C'est un atelier, c'est un workshop, mais c'est un workshop qui va plus loin. Parce que c'est un workshop, en fait, qui pose une question fondamentale sur qu'est-ce que tu veux. Et la réalité, c'est que cette question, elle paraît comme ça très simple et très évidente, mais elle est très difficile à considérer pour plusieurs raisons. Et parce qu'en fait, très peu d'entre nous se la posent de façon aussi totale et entière. Et en fait, l'expérience collective,
il y a tout un processus du rituel, le chant c'est le rituel, permet en fait d'arriver à cet échange. Donc la question est savoir si l'Afrique reste ou maintient dans cette, moi je vais appeler ça ethnophilosophie, la conservation de son identité culturelle, de son patrimoine, n'est-ce pas là perdre de vue ou n'est-ce pas là rester dans un repli identitaire face encore à l'euro? Ça, c'est ma question. Merci. Merci de ta question. Alors, ce qu'on met derrière la tradition, c'est très différent entre toi et moi, entre toutes les personnes qui sont ici. Parce que notre degré de compréhension de la tradition, déjà il y a plusieurs traditions. Et en fait, notre degré de compréhension de la tradition est très différent d'une personne à l'autre. Il y a une perception générale de la tradition africaine. L'Afrique, c'est un continent. Il y a des similitudes, il y a des convergences au niveau philosophique, civilisationnel, etc., mais aussi des vraies différences entre les différents espaces, entre le nord du Cameroun et le sud. Il y a des vraies différences. Le nord du Cameroun, c'est plus proche du Tchad, des pays du Sahel donc, il faut nuancer aussi cette vision de la tradition. Et quand on parle de la tradition, en fait, même la tradition africaine est très méconnue. Parce qu'elle n'est pas enseignée et parce que, en fait, beaucoup, suite à l'héritage colonial, perçoivent la tradition à travers le biais colonial, qui nous amène en fait à regarder nos traditions spirituelles comme étant de la sorcellerie, des choses mauvaises, négatives, etc. Et donc une société moderne évoluée qui s'enracine dans la technologie, c'est ça l'époque, la technologie à l'époque, qui s'enracine dans la technologie, accompagne la nature dans l'élimination des individus jugés comme étant inférieurs. Et donc il y avait deux courants. Il y avait l'eugénisme négatif, qui était la stérilisation, l'euthanasie, la mise à mort, le génocide, etc. Et la légitimation en fait sur le droit de tuer les individus qu'on va juger comme étant inférieurs. Ça amène après le génocide en Namibie avec les héros, les camps de concentration en Allemagne pendant la période nazie, etc. Et après il y avait l'autre pan qui s'appelle l'eugénisme positif et qui tend en fait à favoriser les individus qu'on va considérer comme étant jugés idéal ou favorable. Et donc on va en Allemagne pendant la période nazie, ils ont développé un programme qui s'appelait les Lebensborn, qui étaient en fait des usines à faire des bébés, et donc ils choisissaient des jeunes filles blondes à travers toute l'Europe, donc avec les caractéristiques qu'ils avaient identifiées comme étant les caractéristiques idéales pour identifier les individus à valoriser. Et on les faisait avoir des enfants s'accoupler avec des blonds aux yeux bleus qui étaient les soldats SS. Dans l'idée de faire une sélection génétique, de la même façon qu'on fait de la sélection avec les animaux, de faire une sélection génétique avec les êtres humains pour arriver à un type d'être humain supérieur. Et donc, quand on parle de technologie, technosciences, il faut aussi questionner la technologie parce que les choses sont parfois plus complexes qu'elles apparaissent en surface. Pour que les choses aillent vraiment dans la logique de votre vision de votre projet, c'est peut-être de penser que on devrait pas seulement rêver, genre, je crois aussi qu'on doit quand même mettre à un certain niveau des petites limites comme ça à ce qu'on a envie de projeter, parce que tout ce qu'on a à l'intérieur de nous n'est pas bon à sortir. C'est pas... Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont décidées de se balader nues dans la rue comme ça. Mais nous, c'est choquant pour nous de voir tout ça. Donc moi, je pense qu'on devrait, par exemple, pas limiter nos rêves intérieurs, mais par exemple, limiter ce qui doit sortir. Parce que si on doit partager tout ce qu'on pense avec tout le monde, mais si moi j'ai envie de tuer, ça me dit que ça fait comme ça. Alors, quand les gens participent au rituel, c'est pas, je ne prends pas les gens comme ça à froid, et je leur demande qu'est-ce que tu veux. Si tu poses la question à des gens comme ça à froid, qu'est-ce que tu veux, on va arriver sur ce que tu dis. Laisse-moi, je te réponds. On va arriver en fait sur ce genre de choses. L'enjeu du projet, en fait, pour le voir de façon plus simple, je vais expliquer ma philosophie personnelle, mais en fait, l'enjeu du projet, c'est juste d'arriver à des récits de sociétés différents. Donc, si tu regardes au minimum le projet, c'est ça en fait. Comment faire émerger des projets de sociétés différents.
Et si on imagine des projets de société différents, ils sont constitués à partir de quoi? Ils vont être constitués à partir en fait, des désirs des gens, ce qui est normal en fait, de façon fondamentale. En fait, tu peux le regarder de façon, mais au niveau basique du projet, l'application concrète, il y a un projet artistique évidemment, un projet philosophique, mais l'application concrète, ce qui va ressortir, c'est de faire émerger dans le débat public d'autres visions de société. Au niveau basique, c'est ça en fait. Et quand tu parles au niveau de la censure, moi l'enjeu en fait au niveau du rituel, encore une fois, il faut faire le rituel, donc c'est aussi la complexité du truc, il faut faire le rituel. Et là, je présente pas le rituel, je vous présente juste l'exercice et le projet. Mais l'enjeu contre le rituel, c'est pas de censurer les gens, non. Les gens partagent leur vision. Après, tous les 2000 personnes, plus, j'ai 2200 quelque chose participants, c'est pas. J'ai jamais entendu quelqu'un qui disait j'ai envie d'égorger des bébés et de violer des grands-mères. C'est pas encore arrivé. Peut-être qu'il cache à l'intérieur d'eux, mais en tout cas c'est une bonne chose parce que ça veut dire que le rituel est fait de façon à ce qu'ils ne trouvent pas le besoin d'exprimer, d'aller dans ce genre de pensée. Et je te dis en fait, et en plus, comme je disais tout à l'heure, la séparation entre pensée abondante et déficit, et bien en fait, ce qui est axé en fait, c'est comment est-ce que tu as envie de te sentir. Parce qu'il y a certainement des gens qui, dans leur base, peut-être c'est ce qu'ils ont en eux, c'est possible, mais je ne les ai pas encore rencontrés. Mais encore une fois, en fait, l'idée, c'est pas de censurer. Cependant, la question qui se pose, c'est comment la foi chrétienne peut-elle contribuer à la Renaissance africaine? Est-ce que la foi chrétienne peut aider les Africains à redécouvrir les identités culturelles à l'histoire? Il y a deux niveaux dans ta question. Pour la question en fait le FAS c'est vraiment une tradition spirituelle qui parle l'idée en fait de Dieu, mais d'un Dieu immanent qui crée organisme humain. Après c'est structuré à différents niveaux, donc c'est posé en fait. Dans le FAS il y a Dieu qui est centré. Encore une fois, je disais, je ne suis pas dans une démarche d'indoctrinisation, je sais pas quoi. Moi-même, je ne suis pas vraiment un disciple du FA. La philosophie du FA, les principes du FA, non, je suis pas un disciple. Mais c'est comme tu vas faire un projet, tu vas prendre la philosophie de la République. C'est une philosophie. Mais la philosophie de la République aussi, quand tu creuses derrière, il y a aussi des éléments aussi ésotériques. Parce que c'est des principes qui permettent de penser mieux. Mais moi, en tant que personnellement, la philosophie du FA, elle s'aligne avec ma pensée du monde. Mais est-ce que je participe au rituel, etc. Non. Et l'enjeu du projet, c'est pas d'amener les gens vers une religion en particulier. Non, l'enjeu du projet, c'est comme je disais juste avant, c'est de nous amener à penser le futur et à imaginer des futurs alternatifs, positifs, ambitieux, par rapport à la fuite de demain. C'est vraiment ça la pensée. Après, pour ce qui est de la question du christianisme, mais je te montrerai l'islam aussi, c'est que quand tu connais historiquement, mais pendant la période coloniale, mais même avant, quand tu connais l'histoire du christianisme, je ne vais pas remettre ici en question les convictions de chaque personne. La relation à Dieu, c'est une relation individuelle, spirituelle, et des fois, dans quelque chose, les gens après ils font la synthèse interne personnelle. Mais historiquement, le christianisme en tant que... Alors il y a la foi, mais après il y a la religion, donc c'est la politique de la spiritualité, organisée, structurée, etc. Il y a énormément de choses qui sont contraires à la foi, au départ, et qui sont en fait je peux parler moi du mythe de Mitra, qui était un dieu Saturne, et qui était connu en fait, qui était la religion qui était pratiquée par l'élite romaine. Et quand la religion chrétienne a été imposée comme religion d'État, en fait, on a substitué en fait les dieux anciens qu'on a habillés derrière l'image en fait du christianisme. Donc c'est pour dire que la religion en fait est plus complexe. Ma logique personnelle, c'est que, et quand on voit la part de la religion, c'est que la religion a été évidemment utilisée pendant la période coloniale en fait, pour déconnecter en fait, les Africains de leur tradition, de leur savoir, de ce qu'ils étaient, et en fait les faire avoir peur d'eux-mêmes. Il y a des gens en fait, qui te parlent en permanence qu'au village, il y a des gens du village, les gens du village sont en train de vivre leur vie. Ils sont convaincus qu'il y a quelqu'un au village qui est en train de chercher de leur faire un coup, de les empoisonner, de tuer, etc. Ça a créé des délires énormes. Il y a des gens qui n'osent même pas aller visiter la terre de leurs ancêtres parce qu'ils ont peur. C'est ce que je veux dire. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un travail, mais c'est pas l'enjeu du... Encore que, dans ce qui ressort du travail au niveau des ateliers, ça ressort.
Mais c'est des gens qui partagent ça spontanément. Une fois qu'ils réfléchissent, qu'ils se posent ces questions, en fait, spontanément, le fait, en fait, une nécessité de revenir à une spiritualité précoloniale. Ça, c'est posé. Mais moi, ma position personnelle, elle est évidemment, on pourra en parler dans le détail, mais ce n'est pas l'enjeu du projet. L'enjeu du projet, il y a des gens qui sont musulmans, chrétiens, qui ont d'autres affinités, qui ont d'autres... il y en a qui ne sont pas croyants. Et tu vois ce que je veux dire, c'est pas religieux dans ce... C'est pas religieux, c'est pas doctrinaire. So thank you so much, Pierre Christophe. Thank you. So much, everyone, for coming. And thank you for your patience. It was a lovely evening. Thanks. Thank you.